qui n'a jamais senti cette petite pointe d'urgence en voyant plus que 2 exemplaires en stock sur un site. On passe de l'hésitation à l'achat quasi instantanément. C'est tout l'effet du marketing FOMO, la fameuse Fear of Missing Out, cette peur quoi de rater une opportunité, un cocktail assez détonnant d'urgence et de rareté. Ah oui, absolument. Et pour explorer un peu ce phénomène, on s'appuie aujourd'hui sur un article très éclairant de Les 4 cycles. Il s'intitule FOMO Marketing, l'art de convertir vos visiteurs en clients fidèles. D'accord, donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre un peu les rouailles de cette peur, les stratégies qui sont utilisées et puis aussi l'importance d'une approche responsable. D'ailleurs, il y a un chiffre qui interpelle tout de suite, 60% des consommateurs, ils reconnaissent avoir déjà cédé à un achat à cause du FOMO. C'est énorme. Alors, plongeons un peu dans le vif du sujet. Alors le FOMO, cette anxiété de manquer quelque chose, elle est clairement amplifiée par notre société hyper connectée, hein. Les réseaux sociaux, surtout, nous exposent tout le temps à ce que les autres font, ce qu'ils ont. Le marketing, il s'est emparé de ça en activant des leviers psychologiques assez profonds. Et c'est quoi exactement ces leviers? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit si fort? C'est assez fascinant parce que le FOMO, il pirate un peu notre cerveau via 3 biais majeurs, on va dire. Premièrement, notre aversion à la perte. En gros, on déteste beaucoup plus perdre quelque chose qu'on aime gagner l'équivalent. Ah oui, ça c'est connu. Deuxièmement, la preuve sociale. C'est quand on doute, on a tendance à faire comme les autres, à suivre le mouvement pour se rassurer. Mhm. Et troisièmement, la rareté perçue. Ce qui est rare, limité, difficile d'accès, ça nous semble tout de suite plus précieux. C'est redoutable, hein. Surtout quand on lit dans la source que 88% des milléniaux, ils admettent que le FOMO les pousse à agir, et souvent très vite, hein, en 24 heures. Alors, comment les entreprises, elles transforment concrètement cette peur en clic, en achat? Alors, les stratégies, elles sont assez variées en fait. On trouve beaucoup les offres à durée limitée, souvent avec des comptes à rebours bien visibles. Pensez au Black Friday par exemple. Oui, classique. La mention des stocks faibles, comme votre exemple, plus que 2 exemplaires. Ça aussi, c'est un grand classique. Oui, ou alors les notifications du genre «une personne vient d'acheter cet article» ou la mise en avant des best-sellers, ça joue à fond sur la preuve sociale, non? Exactement. Voir que d'autres achètent, que d'autres aiment, ça rassure, ça valide notre choix potentiel. Tout à fait. Et les avis, les photos postées par les utilisateurs, ça participe du même principe. L'article donne l'exemple d'une marque de mode qui, avec un simple compte à rebours pendant le Black Friday, a vu ses ventes grimper de 30% en 48 heures. Impressionnant. Imaginez un peu, ce compteur qui défile, la pression qui monte, l'urgence créée est très très efficace. Une promotion limitée à 12 heures, par exemple, ça pourrait multiplier les conversions par 2,5 selon certaines études. Ça fonctionne, c'est indéniable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, à trop tirer sur cette corde? À force de créer l'urgence partout, tout le temps, est-ce qu'on ne finit pas par lasser ou même agacer? Libre et de l'éthique, qui est d'ailleurs bien abordé dans l'article. Pour que le FOMO soit vraiment bénéfique sur le long terme, il faut une honnêteté irréprochable. Les offres limitées doivent l'être pour de vrai. Les stocks affichés doivent être corrects. Pas de fausses urgences, quoi. Logique. Et surtout, le produit ou le service derrière doit apporter une vraie valeur. Sinon, on risque de détruire la confiance et donc la fidélité pour un gain rapide mais éphémère. Et d'ailleurs, face à cette pression constante du FOMO, l'article mentionne une tendance un peu complémentaire, presque à contre-courant, le JOMO. Oui, le joy of missing out. Alors là, l'idée, c'est de valoriser l'inverse. Le choix réfléchi, la déconnexion, parfois même l'exclusivité, par exemple via des expériences sur rendez-vous. Ah, intéressant. C'est une approche qui vise souvent ce que l'article appelle les niches Maslow, donc des besoins plus élevés comme l'estime de soi, l'accomplissement personnel, plutôt que les simples nécessités. C'est une stratégie de différenciation, en somme. Pour revenir au FOMO, est-ce que c'est réservé uniquement à la vente aux consommateurs, le B2C, ou ça s'applique ailleurs? Non, non, ça s'adapte très bien. En B2B, donc la vente entre entreprises, on peut jouer sur la rareté de l'information, un livre blanc exclusif par exemple, ou l'accès limité à des experts, comme des places pour un webinaire. D'accord, je vois. Ou même des offres spéciales sur des logiciels, mais limitées dans le temps. Il existe d'ailleurs des outils pour faciliter ça, comme Countdown Timer Ultimate pour les comptes à rebours, Trust Pulse pour les petites notifications d'activité, ou Hotjar pour analyser comment les visiteurs réagissent à ces éléments sur un site. Le mot d'ordre, ça semble être la subtilité, donc Il faut éviter le matraquage. c'est exactement ça.
L'excès, ça nuit toujours. Mieux vaut intégrer ces éléments de manière fluide, pertinente, plutôt que d'agresser le visiteur avec des messages trop insistants ou répétitifs. Bon, en résumé, si on synthétise un peu, le marketing FOMO, c'est clairement bien plus qu'une simple astuce. C'est une technique vraiment ancrée dans la psychologie humaine, très liée à la performance commerciale. Mais son succès durable, il dépend complètement de l'équilibre, de l'authenticité et surtout de la valeur réelle qu'on propose. Ce n'est pas juste un gadget marketing à la mode, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas une tendance passagère, c'est basé sur des mécanismes psychologiques assez fondamentaux. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui dépasse le cadre purement marketing. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ces mécanismes du FOMO, cette peur de manquer qui est parfois savamment orchestrée, comment est-ce que cette compréhension pourrait nous amener, chacun d'entre nous, à réévaluer peut-être nos propres comportements d'achat face à l'urgence ou à la pression sociale qu'on ressent en ligne? Bonne question, faut réfléchir. Merci pour cet éclairage.